Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, les militaires pourront se présenter aux élections au Gabon. C'est le nouveau code électoral qui le permet. Une décision saluée par les soutiens du président de la transition, autorisé à présent à briguer la magistrature suprême. Mais vous verrez que cette démarche passe mal auprès de l'opposition. Nous ferons le point dans ce journal. D'ici à l'été 2025, il n'y aura plus de présence militaire permanente française au Sénégal. Une annonce faite par une source militaire française, la base militaire devrait fermer après plusieurs décennies de présence. Les explications à suivre. Et notre focus de ce dimanche soir portera sur l'innovation technologique en Afrique avec un témoin de marque. Lamia Amou est une femme engagée et visionnaire, PDG à l'origine du pavillon Afrique du CSS de Las Vegas, la vitrine mondiale de la tech d'où elle revient. Son objectif, donner une visibilité à l'innovation africaine sur une scène internationale dominée, vous le savez, par des géants comme les États-Unis ou la Corée. Elle nous parlera de l'état de la tech en Afrique et de ses ambitions pour le continent africain. On ouvre ce journal par ce rassemblement ce samedi matin à Libreville où plusieurs associations ont appelé Brice Clotaire Oligui Nguema à briguer la magistrature suprême. Une nouvelle disposition du code électoral a ouvert les élections aux militaires, une démarche mal perçue par les opposants au comité de transition au pouvoir. La correspondance à Libreville d'Ismaël Obiangzé. Quelques centaines de citoyens ont convergé vers la nouvelle place de la Libération à Libreville pour solliciter la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema à l'élection présidentielle de cette année. C'est vrai que la date du scrutin n'est pas encore connue, mais l'initiative portée par les associations et ONG ne manque pas d'intérêt. Ensemble, rebâtissons le Gabon, pouvait-on lire sur quelques affiches de partisans au beau milieu de la foule. Parmi eux, les cadres de la haute administration publique, les employés du secteur privé et les jeunes diplômés sans emploi. Un contexte politique justifie cette mobilisation en faveur du président de la transition. Et vous l'avez dit, le nouveau code électoral autorise désormais les militaires à briguer des mandats électifs, un texte largement approuvé par l'Assemblée nationale de transition. Vous pouvez observer aujourd'hui, tant sur toute l'étendue du territoire national qu'à Libreville et ses environs, pour célébrer l'appel à la candidature du président de la République, Oligui, général président, pour un Gabon meilleur. Militaire ou pas militaire, ce dont nous avons besoin, c'est d'un Gabonais conscient des difficultés du pays et de l'avenir de son pays. L'organisation de toutes les élections revient désormais au ministère de l'Intérieur selon le nouveau code électoral. À la tête d'une nouvelle plateforme politique, Téléma, Noël Bertrand Bouzanga s'oppose à une éventuelle candidature d'un militaire à la fonction suprême du Gabon. Le président de la transition et son premier ministre ont dit tous les deux la même chose, que les militaires n'ont pas vocation à s'éterniser au pouvoir et qu'ils vont organiser une élection transparente, libre et crédible. Il faut qu'ils y arrivent, même si des gens autour de lui, peut-être lui-même aussi d'ailleurs, motive ce clientélisme, tout cet esprit courtisan, il faut qu'il résiste à tout ça. À son tour, le Sénat devra examiner le texte avant la fin de la session parlementaire fixée en début de semaine prochaine. D'après les observateurs avertis de la scène politique gabonaise, il y a très peu de chances que le nouveau code électoral ne soit pas validé par ce dernier. L'été 2025 sera la nouvelle échéance pour la fin de la présence militaire française au Sénégal. L'information a été annoncée par une source militaire française citée par l'agence de presse sénégalaise. La fermeture de cette base située à Dakar a été plusieurs fois annoncée par le Premier ministre sénégalais Ousmane Sow et le président Bassirou Diomaye Faye. Les détails dans cette correspondance à Dakar d'Eliman Dao. L'information a été révélée par l'agence de presse sénégalaise qui cite une source militaire française selon laquelle il n'y aura plus de présence militaire française permanente au Sénégal dès l'été 2025. Cette présence militaire au Sénégal concerne principalement la base qui abrite les éléments français du Sénégal, une base qui se trouve dans le quartier de Ouakam, en plein cœur de Dakar. La source militaire ajoute que cette présence militaire française était devenue problématique et nourrissait le sentiment anti-français. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'annonce officielle d'une échéance précise de la part des
des autorités sénégalaises sur la fin de cette base militaire française. Mais le 31 décembre 2024, lors de son adresse à la nation, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a affirmé que la nouvelle doctrine en matière de coopération du Sénégal impliquait la fin de toute présence militaire étrangère au Sénégal dès 2025. Des centaines de Tunisiens ont manifesté dans le centre de la capitale tunisienne pour demander la libération d'Abir Moussi, avocat et chef du Parti constitutionnel libre détenu depuis octobre 2023. Cela survient quelques jours après la manifestation commémorative du 14 janvier 2011, date de la révolution dans le pays qui a renversé l'ancien président Ben Ali. Clémence Valère. Brandissant le drapeau tunisien, ces manifestants réclament la libération de l'avocate Abir Moussi. La présidente du Parti d'Estouriens libres est détenue depuis le 3 octobre 2023. Elle a été arrêtée devant le palais présidentiel, alors que selon son parti, elle était venue déposer des recours contre des décrets du président Kais Saïed. Son chef d'inculpation, c'est qu'elle a fait des déclarations qui portent atteinte à l'intégrité de l'USI. Nous trouvons que ce n'est pas digne d'un pays qui se dit démocratique ou qui se dit ouvert. Et elle n'est pas la seule personnalité politique tunisienne dans le viseur des autorités. Les manifestants dénoncent l'application du décret 54 sur les fausses informations dont l'interprétation reste large. Il impose des peines de prison à toute personne reconnue coupable de diffuser ce qui est décrit comme des rumeurs ou des informations trompeuses. Hommes et femmes politiques, avocats, militants ou journalistes, depuis septembre 2022, des dizaines de membres de la société civile sont incarcérés en application de cette loi. Tout le monde sait que les prisons tunisiennes sont désormais remplies de victimes du décret 54. Ce décret est devenu un lourd fardeau pour la société tunisienne. Déjà condamnée à 16 mois de prison dans une autre procédure, Abir Moussi n'en a pas fini avec la justice tunisienne. Elle est poursuivie pour tentative ayant pour but de changer la forme de l'État. Et on l'a appris plus tôt, l'explosion d'un camion-citerne a tué au moins 70 personnes au Nigeria, alors qu'une foule tentait de récupérer du carburant devenu précieux en raison de la crise économique. Cet incident illustre les dangers liés à l'inflation et à la suppression des subventions sur le carburant qui ont exacerbé la précarité et poussé de nombreux Nigérians à prendre des risques extrêmes. Les accidents de ce type sont fréquents dans le pays, aggravant les pertes humaines et environnementales. Cela fait 3 semaines qu'on est sans nouvelles d'Ibrahim Nabi Togola, opposant malien enlevé à Bamako le 28 décembre dernier. Aucune information sur son sort n'a été communiquée, suscitant l'inquiétude de ses proches et de ses camarades politiques, d'autant qu'il souffre de maladies chroniques, nous dit-on. L'intelligence artificielle pourrait-elle aider les agriculteurs africains à améliorer leur rendement et réduire le nombre de mauvaises récoltes dues à des maladies? C'est le défi lancé par une application développée par une ONG qui scanne les plantes et aide les petits exploitants au Kenya avec leur culture. Clémence Valère. Roselyne Akoshi inspecte minutieusement ses cultures de manioc. L'agricultrice kenyane scanne les plantes avec une application sur son téléphone qui analyse leur état de santé avec l'aide de l'intelligence artificielle. Cette application a facilité mon travail. Je n'ai pas besoin d'aller loin pour demander des conseils. L'application du téléphone me montre comment vont mes plantes, comment elles poussent. Selon l'ONU, les petits exploitants agricoles comme Roselyne produisent 80% des denrées alimentaires consommées en Afrique. Nombre d'entre eux ne disposent pas de l'expertise et des ressources pour améliorer leurs méthodes. L'application, développée par une ONG du nom de Plant Village, vise à les aider sans avoir besoin d'une connexion Internet. La technologie leur fournit des indications sur l'approvisionnement des semences de qualité, les méthodes de préparation des terres et l'accès à des spécialistes de l'agriculture. 49% de l'intelligence artificielle déployée en Afrique est basée sur l'agriculture. Et nous nous concentrons sur ce secteur à cause de la croissance de nos populations ainsi que les défis apportés par le changement climatique. Les experts estiment que le continent aurait besoin d'un investissement annuel de 77 milliards de dollars pour améliorer les pratiques agricoles, augmenter les rendements et améliorer les chaînes d'approvisionnement agricole.
Alors voilà une belle transition pour notre focus de ce samedi qui s'intéresse ce soir à la tech en Afrique. Et pour en parler, on reçoit une femme engagée, PDG DigiShow Morocco, à l'origine du pavillon africain du prestigieux CES Las Vegas, salon annuel qui présente les dernières innovations technologiques dans les domaines de l'électronique grand public, de l'automobile et de l'industrie. Lamia Amou, merci d'être là. Merci d'être notre invitée ce soir. Alors, parlez-nous de votre parcours. Donc, vous êtes né au Maroc, immigré en France à l'âge de 23 ans. Vous avez travaillé pour la RATP à la maintenance informatique. Est-ce que c'est là-bas que vous avez pris le virus de la tech ? Alors, le virus de la tech a commencé au Maroc parce que ma première expérience professionnelle, j'étais jeune, diplômée, et le multimédia c'était la naissance du multimédia, et on s'est lancé dans une aventure entrepreneuriale. J'avais 21 ans au Maroc en créant, ça s'appelait New Visual Communication, pour créer les CD-ROM dans le temps, hein, et le début du site web. Donc c'était le site web et le CD-ROM multimédia. Donc c'est là où la tech, elle était vraiment dans mon ADN et mon fonctionnement. Et au sein de la RATP, c'était un parcours extrêmement riche, de presque 24 ans dans le groupe, dans lequel j'ai évolué de l'informatique industrielle, la sûreté, la vidéosurveillance, pour finir à la fin à l'innovation, au lab d'innovation du groupe. Donc ça, c'est l'expérience française, où il y a aussi une partie internationale où j'ai beaucoup voyagé aussi pour le groupe. J'ai découvert le CES grâce au groupe d'ailleurs. Alors justement, parlez-nous du CES. Comment vous avez fait pour vous lancer dans ce pavillon africain ? Alors c'est une envie dans le cœur. Quand on est africain, on le reste. Et c'est quelque chose qu'on a dans notre ADN. On a envie, à chaque fois où on va quelque part, on cherche le drapeau. Donc moi, je suis d'origine marocaine. Donc forcément, je cherchais le drapeau du Maroc. Est-ce qu'il y avait un stand marocain ? Est-ce qu'il y avait d'autres stands africains, Sénégal ou autres ? Il y avait quelques présences, vraiment une petite présence. Et à chaque fois, je regardais les grands pavillons des continents, que ce soit l'espace Europe, la French Tech, le Japon, la Corée, la Chine, où c'est des espaces immenses, où c'est des centaines de startups qui sont présentées. Et jalousement, je me suis donné le challenge et le rêve aussi, l'ambition de pousser à poser une première brique, un premier pavillon qui représente le continent. Parce que avec cette expérience et le temps passé entre l'Afrique et l'Occident, parce que je voyageais beaucoup, j'ai découvert des pépites en Afrique. Et donc, c'était dommage de ne pas les mettre en lumière au CES de Las Vegas. Alors, parlons-en, Lamia Amou. Quelles sont les entreprises de l'innovation africaine que vous avez choisies, qui ont fait partie de ce pavillon africain ? Alors, c'est toute une stratégie de partenariat, en fait, qui a permis à ce pavillon d'exister. Donc c'est à la base, l'idée c'est d'amener à unir et à fédérer un nombre de pays africains, parce que c'est Africa Pavilion. L'idée c'est de poser des drapeaux partout de l'Afrique avec une représentation de start-up. C'est une démarche privée, donc c'est une démarche qui nécessite un financement, qui nécessite un budget, et on s'est orienté vers plusieurs États africains. Et le Maroc a été le premier. C'était plus facile, on va dire, pour moi, pour plusieurs contextes nationaux, notamment Sa Majesté qui a mis le point pour les Marocains du monde, le fait que je lance un mouvement en France, le Maroc de demain, dans lequel je suis le Maroc de demain. On essaye de réunir la diaspora parce qu'il y a un vrai apport de la diaspora africaine vers l'Afrique. C'est comme ça que le Maroc a accompagné, et c'est l'Université Polytechnique marocaine, l'UM6P, qui a apporté les 5 premières startups de l'université. Qui sont dans quel domaine ? Qui sont dans 3 verticales. Donc la première et la plus grosse, c'est sur la santé, donc la healthcare, sur l'énergie, sur l'agritech. Et la partie africaine, il y a une start-up sénégalaise sur les énergies renouvelables, sur l'hydrogène, qui est portée par un diaspora sénégalais qui est basé en France. Et le dernier, c'est une start-up qui est basée au Togo et qui est sur l'agritech. La particularité aussi de votre projet, c'est que ce sont des femmes aussi qui vous accompagnent. Oui, donc, vous avez envie de lancer un appel justement pour une tech plus féminine. Dites-nous. Alors oui, la chose qui démarque en fait dans la technologie en général, on a une présence très faible.
des femmes. Pas parce qu'on n'existe pas. Hein. Il y a des startups qui sont portées par des femmes, il y a des choses qui sont incroyablement faites par des femmes, mais on ne se montre pas beaucoup. Donc dans le CES notamment, il n'y a pas beaucoup de startups de femmes. Et là, nous d'ailleurs, notre démarche, sans le faire exprès, on est 3 femmes qui sommes à l'initiative. Il y a moi, Aminata, qui est d'origine sénégalaise, et une tahitienne, une fille qui est d'origine tahitienne, qui est franco-américaine. Et on est sur les 3 rives, on se bat toutes les 3 pour monter ce pavillon. Maintenant, effectivement, il y a un appel qui est très important auquel vraiment qui nous tient à cœur, c'est que l'édition 2026 puisse être, on est la plus grande représentation des femmes start-upeuses d'Afrique. Et ça serait vraiment le challenge à relever pour l'année prochaine. Et on signale qu'il y a un email qu'on peut, qui sera affiché, que vous pourrez... @easyshow.global. .global, absolument. Les gens pourront, les femmes sont invitées massivement à postuler, vous rejoindre. Pour que vive ce mouvement de la tech au féminin. Merci beaucoup, Lamia Amou, d'être venue dans ce journal de l'Afrique. Merci beaucoup. C'est ainsi que nous refermons notre journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Et ce soir en particulier, forcément, du Maroc au Sénégal, en passant par Las Vegas. Restez avec nous, car l'actualité continue sur France 24.